Cherbourg, 15 août 2022. Nous embarquons avec notre van sur le WB-Yates de la compagnie Irish Ferries à destination de Dublin. Les cabines se sont bien améliorées depuis notre dernier voyage en 1998. Nous partons pour un tour de l'Irlande en 2 semaines, avec un planning extrêmement serré qui sera très difficile à tenir. Nous voyageons en famille, à 10. Avec nous, notre fille et son compagnon qui dormiront sous la tente pendant que nous logerons dans le van. Le reste de la famille voyagera dans 2 autres véhicules et dormira à l'hôtel. En conséquence, nous avons préféré réserver les campings à l'avance, car les places ont l'air d'être assez limitées en ce mois d'août. Il nous faudra donc respecter ces étapes chaque soir. Demain, nous serons en Irlande. Après un petit déjeuner à la brasserie du bord, nous arrivons à Dublin. Nous débarquons vers 11h du matin et garons la voiture sur le parking de St. Mechans Street. Délaissant tous les moyens mis à notre disposition, nous entreprenons une rapide visite de la ville à pied. Christchurch, Dublin Castle, les pubs en tout genre, la statue de Molly Malone, Grafton Street et ses musiciens, le parc de St. Stephen's Green, et pour finir, la cathédrale Saint-Patrick. Nous prenons ensuite la route pour atteindre le site de Glendalough, une 50aine de kilomètres au sud de Dublin et un peu plus d'1 heure de route. Quand nous arrivons, le Visitor Center est fermé, mais nous parcourons les ruines de l'abbaye avant de faire le tour des lacs par un chemin dans la forêt. Nous rallions ensuite le camping de River Valley, grand camping très bien équipé. Deuxième jour, nous allons à Kilkenny, petite ville médiévale avec son château et ses maisons colorées. Nous déjeunerons au Petronia. Après le déjeuner, nous faisons une balade en ville. Pour la visite de la brasserie Smithwick, c'est râpé, car elle est fermée. Mais nous visitons Black Abbey. Ensuite, route jusqu'à Rock of Cashel et son promontoire rocheux, sur lequel se trouvent les ruines d'une ancienne abbaye. Ce soir, nous dormirons au camping d'Apple Farm, près de Cahill. Apple Farm, ses ânes, ses petits lapins, ses sanitaires sous le hangar, son billard et le jus de pomme offert par la maison. Troisième jour, visite de Cahill, hélas sous la pluie. Puis, on se déplace jusqu'à Blarney Castle, célèbre pour sa pierre de l'éloquence, qu'on est censé aller embrasser tout là-haut. Célèbre aussi pour son jardin de plantes toxiques. Là, il faut surtout pas les embrasser. Faute de temps, nous n'avons pas pris la visite de Barney House. C'est peut-être une erreur. Après avoir pris un sandwich au magasin du château, nous filons à Kinsale. C'est une station balnéaire assez sympa.
Pour avoir une vue générale de la baie, nous allons à Charles Fort, où nous tombons sur un rallye de Bentley, rien que ça. Reprenant notre route vers l'ouest, nous allons voir les falaises de Old Head, même si le phare est inaccessible car la pointe est occupée par un golfe. Puis, nous reprenons la route en direction de Kenmare, sans passer par Mizenhead car nous n'avons pas le temps, ce qui est fort dommage. Nous nous arrêtons pour la nuit au camping de Behara Beach, un peu rustique tout de même, avec des emplacements gravillonnés pas vraiment top pour planter la tente. 4e jour. Nous avons amené un canoë gonflable. Malgré une météo un peu juste et après quelques hésitations, on se risque à une petite sortie dans la baie de Kenmare. Ensuite, nous suivons la route de Ring of Kerry, qui offre pas mal de points de vue intéressants sur la côte. Très jolie, malgré la météo qui n'est pas top. Au passage, ne comptez pas rouler à vitesse autorisée sur les routes secondaires irlandaises. Ce serait suicidaire. Entre ça et les arrêts photos, il faut bien compter 50% de temps en plus par rapport à ce que donne l'itinéraire Maps. Nous déjeunerons au Blind Piper, à Caer Daniel, avant de nous rendre à la plage toute proche de Derrynane, où nous ferons une balade au milieu des dunes et des rochers. Attention, baignade dangereuse. Et nous reprenons le Ring of Kerry. À Port Maggie, nous avions prévu d'embarquer pour l'île Skellig Mitchell. Mais la sortie est annulée, cause météo. À la place, nous irons voir les falaises du Kerry. Pour la nuit, nous nous arrêterons au camping de Mannix Point. Il est réputé pour sa vue sur la côte, mais aussi pour ses ambiances musicales. Super camping. Seul bémol, on ne sait pas trop où poser ses affaires au sec dans les douches. 5e jour. Nous avions laissé le storban ouvert pour protéger l'entrée de la tente. Erreur. Le vent a soufflé toute la nuit et nous avons mal dormi car le store a fait un raffut pas possible. Nous faisons une rapide visite du camping et de son joli salon. Nous reprenons la route pour faire le tour de la presqu'île de Dingle, un peu plus au nord. Nous traversons Dingle sans nous arrêter, car nous voulons voir Dunmore Head. Nous prenons un peu de temps pour marcher jusqu'à la pointe, point le plus à l'ouest de cette presqu'île. La rando est assez longue, mais elle vaut le coup. Petit arrêt à Sinstraith pour la vue sur la plage de Clogher. On rejoint Dingle, qu'on avait traversé rapidement à l'aller, pour apprécier l'ambiance de cette petite ville et aller manger quelques glaces chez Murphy's.
Puis nous reprenons la route jusqu'à Killarney, où nous allons jeter un coup d'œil à la vue sur les lacs depuis la Ladies Views. Malheureusement, il a plu, et les Midges nous attaquent pour la première fois depuis notre arrivée en Irlande. Alors pour info, les Midges, ce sont de minuscules mouches piquantes qui attaquent en escadrille. Une horreur. Alors pour cette nuit, pas de camping, mais un confortable appartement à Muckross Park. 6e jour. Ce matin, petit périple bus plus rando plus bateau, avec le Gap of Dunlow Tour. Pour ceux qui ne veulent pas marcher, on peut faire la route en calèche. Pour les autres, il ne faudra pas traîner, parce que Gap ça veut dire col, et donc ça monte un peu, et le timing prévu pour récupérer les bateaux au Brandon's Lodge est assez juste. Les petits moutons peints aux couleurs de leur propriétaire apportent une touche de couleur assez chouette au paysage. Par ailleurs, les vues sur les lacs sont magnifiques, d'autant plus qu'il n'y a pas un souffle d'air et que la surface est un vrai miroir. Une fois au col, on débouche sur la Black Valley. À partir de là, ça descend. Nous arriverons au Brandon Lodge un quart d'heure avant le départ des bateaux. Juste le temps de récupérer un sandwich. Ensuite, petite croisière tranquille sur les lacs pour revenir à Killarney. Ça repose, même si, pour passer sous ce pont, les bateaux doivent débarquer leurs passagers, qui doivent marcher une centaine de mètres à travers la forêt. C'est que le niveau du lac est un peu bas. Après avoir débarqué au château de Ross, retour à Killarney en bus, pour une visite rapide de l'église St. Mary. Nous entamons ensuite une longue route vers le nord, en direction des falaises de Moher, que nous visiterons demain. Pour cette nuit, arrêt au Nagel's Camping, près de Doolin. Camping très bien équipé, où nous nous installons avant d'aller dîner au pub à Doolin. Septième jour. Nous débutons ce 7e jour par la visite des falaises de Moher, les plus hautes d'Irlande, avec leurs 214 mètres d'altitude. C'est surtout 8 km de sentier que nous n'aurons pas le loisir de parcourir en entier. D'autant plus que, comme souvent ici, le temps est un peu moyen. Inutile de grimper au sommet de la tour, on n'y voit rien de plus. Par contre, le Visitor Center est intéressant. Sur la route de Galway, nous nous arrêtons au dolmen de Poulnaborn. Nous sommes en plein dans le Donegal, avec ses plateaux calcaires entièrement crevassés. Ça donne un paysage très particulier qu'on retrouve en Haute-Savoie dans le désert de Platée du côté de Flaine. C'est ce type de paysage qu'évoque Sardou en termes de landes de pierre dans la chanson Les lacs du Connemara. Mais bon, c'est pas dans le Connemara, c'est dans le Donegal.
eh ben le Connemara, justement, on y arrive. À Gowe. La ville est agréable, très animée en cette saison, surtout dans le quartier latin. Après avoir quitté Gowe, le Connemara nous accueille sous une météo plutôt maussade, comme en 98 d'ailleurs. Comme on n'est pas en avance, on chinte la Skyroad et on file vers le Killary Fjord avant de rejoindre le Connemara camping à 10 km au nord de l'Etterfrak. Les lacs, les moutons à tête noire, les tourbières, atmosphère, atmosphère. Connemara Camping. Camping un peu plus rustique que les précédents, mais tellement bien situé, au bord de cette plage magnifique, sauvage, loin de tout. Moi, j'aime beaucoup, même si je n'ai pas réussi à avoir de l'eau chaude pour la douche. 8e jour. Le lendemain, chic, le temps s'est mis au bout. Les moutons sont déjà au boulot, et nous, on va s'y mettre aussi. On rejoint l'Etterfrak pour entreprendre l'ascension de Diamond Hill. On est parti tôt, et on a eu tort, parce que c'est justement l'heure du brunch pour les midges. Du coup, on se couvre autant qu'on peut, pour ne pas se faire dévorer, mais bon, ça marche moyen. Par contre, la rando est superbe, offrant une très chouette vue sur la côte et les lacs. Le Connemara nous montre enfin son plus beau visage. La pente se fait un peu plus raide, et le sommet nous offre une vue à 360 degrés, avec la côte d'un côté et le lac et le château de Kylemore de l'autre. Ensuite, le chemin suit tranquillement la ligne de crête. La descente est facile, d'autant plus que les midges sont allés faire la sieste. En route pour Kylemore. Après avoir déjeuné au restaurant du Visitor Center, nous visitons le château. Michel Henry Kylemore avait construit ce château pour son épouse Margaret en 1868. Celle-ci mourut malheureusement 6 ans plus tard. En se promenant dans le parc du château, au bord du lac, on trouve une église et un mausolée à la mémoire de Margaret. Nous quittons la région de l'Etterfrak pour nous diriger bien plus au nord vers Achilles Land.
Nous avions prévu d'aller jusqu'à la plage de Kim, tout à l'ouest de l'île. Mais il est malheureusement un peu trop tard pour ça. Après avoir pris l'air sur les falaises de la côte sud-ouest, nous rejoignons donc le Achille Seal Caves Camping sur la côte nord pour la nuit. 9e jour. Le lendemain, on prend le temps de jeter un œil à la plage de ce lieu si attachant. Dommage qu'on n'ait pas plus de temps à passer dans cette île. Nous quittons Achill et repartons plein est vers Enniskillen. Avant d'arriver à Enniskillen, nous faisons un détour par une route forestière un peu improbable, pour admirer la vue sur le lac Erney depuis les falaises de Magou. À Enniskillen, nous déjeunons au Jolly Sandwich, avant de visiter les églises de la ville. Puis, nous rejoignons les rives du lac Erney pour mettre le canoë à l'eau afin d'aller sur Devenish Island, voir les ruines du monastère. Nous reprenons la route vers Derry en faisant un détour par le Beltane Circle Stone. Nous arrivons à Derry assez tardivement. La ville nous paraît assez tristoune. De plus, en contactant le camping prévu, nous apprenons qu'il n'y a pas de douche. Du coup, on ira à Landgrianan Hotel, et on ne le regrettera pas car l'hébergement est super et le prix abordable. 10e jour. Breakfast dans une ancienne église reconvertie en salle de restaurant. Et on prend la route en direction de Belfast. Mais avant, arrêt à la plage de Downhill, où on peut même garer sa voiture sur la plage. Puis, un coup d'œil à Dunluce Castle, qui surplombe la mer depuis son rocher. Et on arrive à la chaussée des Géants, enfin au parking de la gare, parce que, après, il faut marcher un peu avant d'arriver au site proprement dit. Les colonnes de basalte, assez hautes au pied de la falaise, s'aplanissent progressivement en descendant vers la mer, ce qui donne cette impression de chaussée pavée. Nous passons ensuite à Ballintoy, où nous pique-niquons sur le parking du point de vue. Mauvais plan. Les cars de tourisme qui gardent leur moteur allumé à l'arrêt nous polluent l'atmosphère. Nous avions prévu de faire le parcours de Carrick Red, mais impossible de s'y garer. Il aurait fallu réserver, du coup, on le voit de loin. On fait une promenade à Dark Hedges, qui servit de décor à Westeros dans Game of Thrones. On longe ensuite la côte en passant par Thor Head. Au loin, les côtes de l'Écosse.
Puis, on se dirige vers Cushendom, où on visite les grottes dans la falaise. Nous arrivons à Belfast tardivement, à l'étape hôtel de Belfast. Bien placé, mais chambres exiguës et bruyant à cause de la boîte de nuit voisine. Le parking NCP a la bonne idée d'accepter les véhicules de 2 mètres de haut. Ouf. 11e jour. Visite du Titanic Museum. L'exposition retrace d'abord l'histoire industrielle de la ville, avec les manufactures de lin et les chantiers navals. Puis on se focalise sur la construction du Titanic, avec la maquette de la cale dont l'emplacement originel est symbolisé par ses pylônes. On a recréé le décor de l'intérieur du bateau, avec ses cabines de première, deuxième et troisième classe. On rappelle le déroulement de son premier et dernier voyage, avant de retracer les fouilles archéologiques dont l'épave a fait l'objet. À l'extérieur du musée, on peut aussi visiter le Nomadic, un transatlantique de dimension bien plus modeste. Après avoir déjeuné à la cafétéria du musée, l'après-midi sera consacré à la visite de la ville. Le City Hall, la cathédrale, malheureusement fermée, mais dans laquelle on pourra quand même jeter un œil. Le pub John Hewitt, où on s'arrêtera un moment pour se désaltérer. Hill Street et The Dark Horse. Le saumon de la connaissance. On passe devant l'université pour aller au jardin botanique. Dîner au resto et retour à l'hôtel. 12e jour. On quitte Belfast, non sans remarquer les dissensions toujours présentes entre les communautés. Ce matin, nous allons visiter Mount Stewart House.
Après avoir flâné dans les jardins, nous visitons le château. La visite est orchestrée par le châtelain et sa famille, aidés par les membres d'une association. Nous prenons ensuite la route jusqu'à Strangford, où un festival de musique a attiré une foule impressionnante. Nous déjeunerons au Quan. Puis nous nous rendons à World Castle, qui a servi de décor à Winterfell dans Game of Thrones. Petit détour par Incha Bay au passage. Et nous dormirons ce soir non loin de Newcastle, dans la maison d'un héros local. 13e jour. Petite séance de canoë à Dundrum, enfin sous des conditions idéales, soleil et calme plat. Avant de déjeuner à Newcastle, au Percy French, qui dissimule une autre porte de Game of Thrones. Nous faisons ensuite une longue promenade en forêt dans le Tollymore Park. Au passage, petite visite de Trill et de son château. Avant de gagner Dublin, où nous dormirons 2 nuits au camping de Cammack Valley. 14e jour. Nous retournons à Newgrange, dans l'espoir de visiter ce site mégalithique. Malheureusement, tout est déjà réservé pour la journée. Nous nous contenterons donc du Visitor Center. Puis, retour à Dublin et promenade dans la ville. Nous tentons le Temple Bar, mais c'est bondé. Visite éclair de la National Gallery. Puis nous nous rendons au Trinity College pour visiter l'exposition du Book of Kells et de la Old Library. Visite du château de Dublin.
et on prend un pot au pub avant de retourner au camping. 15e jour. Réveil matinal pour visiter la cathédrale Saint-Patrick dès la première heure. Ensuite, visite de l'exposition Dublinia, qui retrace l'histoire des Vikings et de Dublin. C'est très bien fait, et ça intéresse même les jeunes enfants. Enfin, visite de Christchurch. Et puis, il est temps de reprendre le ferry pour rentrer en France. Demain, nous serons à Cherbourg.